Allez, salut tout le monde, on est le mercredi 17 janvier et aujourd'hui on va faire le podcast numéro 2. Donc on répond à la question, vaste question, hein, ne pas se blesser. Alors ne pas se blesser, bien sûr dans le domaine qui nous intéresse, à savoir le try running, hein, c'est moche ce mot. En gros, c'est courir où on veut, un peu quand on veut, n'importe quel terrain. Voilà, on va voir en tout cas comment ne pas se blesser dans le cadre de cette pratique. Alors la question, c'est Shoto Uke qui me l'a mise sur YouTube. Bon les mecs, mettez votre vrai nom hein, sur les réseaux sociaux. Franchement, vous avez peur de quoi? Que votre patron tombe sur une photo de vous qui buvez une bière? Assumez, hein. Donc il m'a posé la question sur YouTube, bien sûr tu peux les mettre en commentaire tes questions sur les autres plateformes, hein, SoundCloud, Facebook, après je suis aussi sur Strava, on peut pas publier de podcast sur Strava, on s'en fout, hein, tu peux m'écrire quand même, Instagram, pour ceux qui ont le Snapchat, bon là c'est plus pour envoyer des photos un peu... Mais voilà, où tu veux, en tout cas je te laisse les poser. Allez, c'est parti, pour pas se blesser, concrètement en fait, il faut être en forme. Il faut être en forme tout le temps. Tu vois, le jour où tu vas être un peu trop fatigué, sache-le. Ce jour-là, il va falloir être particulièrement attentif à ta pratique, parce que c'est ce jour-là que tu auras plus de chances de te blesser. Et être en forme, ça passe par plusieurs choses. C'est le point clé pour pas se blesser. C'est être en forme, être physiquement apte. Après, il y a les caractères, entre guillemets, chanceux. Voilà, je fais du vélo, d'un coup, il y a une voiture, elle a grillé une priorité, elle me shoot, ça me casse la clavicule. Là, t'es blessé, mais c'est pas vraiment de ta faute. Donc, pour pas se blesser physiquement, il faut être en forme. Alors, ça passe d'abord, je pense que le premier point, c'est le sommeil. Il faut un sommeil de qualité. Tu peux essayer, je pense que t'as déjà essayé, dès que tu fais la bringue, même si t'as été un peu passif, faire la bringue, ça veut pas non plus dire s'enfiler 27 vodka Red Bull et danser jusqu'à 6h du mat en ayant vomi 4 fois. Faire la bringue, ça peut simplement être avoir fait un bon repas avec des amis et avoir terminé à 2h du matin, même si t'es resté assis au bord de la table jusqu'à 2h du matin. Voilà, t'as niqué un peu ton capital sommeil et du coup, le lendemain, tu le sens, hein, t'as un peu la tête dans le cul, t'es pas réveillé et du coup, t'es pas vraiment en forme. Donc, pour moi, le sommeil, c'est le point le plus important à creuser. Alors, le sommeil, on dit souvent, faut dormir 8 heures par nuit. Ça, c'est un peu le cliché standard, hein, si tu veux. C'est pas parce que t'as dormi 8h02 ou 7h58 dans ta nuit qu'il va y avoir un problème. Et puis, qu'est-ce que c'est dormir? Franchement, comment tu veux noter à quelle heure tu t'es endormi? Une demi-heure près, c'est pas possible. Et comment tu veux... ouais, si l'heure où tu t'es réveillé, à la limite, toi, tu pourrais la noter, mais bon, après, ça fait un peu nazi. Tu la notes, tu te lèves. Tu vois, peut-être t'as envie de traîner 5 minutes dans ton lit. Peut-être t'as envie de traîner plus dans ton lit. Peut-être tu te lèves vite. Voilà, faut pas trop se fixer de contraintes. Je sais que moi, par exemple, ça fait 2 ans que j'ai plus de réveil. Pourtant, je me lève toujours quasiment à la même heure. Comme quoi, ça sert à rien, ce truc de barbare. Donc 8 heures par nuit, en fait, on dit ça parce que c'est vrai que la plupart des gens disent qu'ils ont dormi 8 heures. Mais pourquoi ils ont dormi 8 heures? En fait, c'est à cause de la société qu'on dort à peu près 8 heures. C'est parce que la plupart des gens, ils ont un boulot qui commence entre 8 et 9 heures. Du coup, ils doivent se lever entre 6 et 7 heures. Tu vois, le temps de déjeuner, je sais pas, de faire un peu sa toilette et d'avoir un certain nombre de minutes ou d'heures de transport pour arriver au travail. Donc, on va dire qu'ils se lèvent entre 6 et 7. Et puis, à chaque fois, on a pris l'habitude de manger peut-être un peu tard, puis de regarder un peu la télé, ce qui est très contre-productif, ou maintenant de glander sur les réseaux sociaux, ce qui est encore pire. Et puis voilà, on va se coucher vers la plupart des gens 23h, c'est pour ça 23h, 7h, ça fait 8h. Donc la plupart des gens avouent dormir 8 heures par nuit, mais en fait c'est lié à leur style de vie. Tu vois, moi je me couche beaucoup plus tôt, par contre c'est vrai qu'à moins qu'il y ait une fatigue générale ou installée, en général à 6h, ouais, je suis levé quoi. Donc 8 heures par nuit, c'est un mythe, hein, te focalise pas dessus, ce qu'il faut c'est juste que tu t'endormes proprement. Par contre, ce qui est assez vrai, c'est que les heures avant minuit comptent beaucoup. Donc fais bien attention à te coucher quand même. Ouais, vers 22h, ce serait bien, hein, après. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à faire après 23h? C'est quoi? Tu vas mettre 3 j'aime sur Facebook, ça va révolutionner le monde, on s'en fout. Dors, sois en forme, profite de ta journée.
Et tu vas me dire, ouais, j'ai mal dormi, mais moi j'aime bien faire des siestes. C'est vrai, une sieste ça gomme un peu le capital sommeil qu'on a perdu, mais la sieste c'est le pansement qu'on va mettre sur la coupure. Ça atténue un peu, c'est bien, tu vois, c'est un atout. Mais c'est quand même mieux de pas avoir de coupure, t'es d'accord avec moi? Tu te coupes le doigt, tu mets un pansement, ça saigne plus, c'est bien. Mais c'est pas mieux de pas te couper le doigt? Et si. Donc privilégie plutôt un sommeil de qualité. Alors les techniques pour dormir, c'est vrai, on peut y revenir. Bah, il faut stopper tout écran avant 1 à 2 heures avant de dormir. Ton téléphone, laisse-le, c'est bon. Tu l'as déjà vu je sais pas combien de fois dans la journée, laisse-le tranquille. La télé, pareil, il y a que des conneries de toute façon à la télé. Prends un livre sympa, soit une fiction, une histoire, soit un livre, je sais pas moi, sur la nutrition, sur le développement personnel, un livre qui va t'apprendre des choses, ou un livre pour te divertir, mais reste au calme, dans un fauteuil, tranquille. Tu vois, un peu comme les anciens. Ils étaient là, au coin du feu, ils somnolaient, ou ils discutaient entre eux, ou ils faisaient une petite partie de cartes, en attendant quoi? Bah en attendant de bailler, d'avoir l'envie naturelle de dormir. Et puis ils allaient se coucher. Et puis c'était 21h17, c'était 22h14, on s'en fout. On allait se coucher quand on tombait naturellement de fatigue. Alors que si on est là sur son téléphone à s'énerver sur les réseaux sociaux, à commenter la dernière publi machin, en fait on trompe son sommeil. Du coup on le retarde et puis d'un coup, pouah, ça tombe comme une bûche parce que, bon forcément, passé minuit, le corps il dit hey, oh maintenant tu vas te coucher. Mais c'est pas, on a raté un cycle en faisant ça. Donc c'est dommage. Et puis il y a aussi un autre truc, alors ça par contre c'est embêtant, c'est de pas faire du sport tard le soir. Et tu vas me dire, putain c'est chiant. Quand t'as une journée de boulot où t'as pas pu avoir ta petite pause à midi, t'es obligé de caler la séance le soir, bah malheureusement des fois tu vas la finir à 20h, tu vas la finir à 21h, dans des cas extrêmes tu vas la finir à 22h, et là je peux te dire mon pote, quand t'as fini un gros Jiménez, un gros exo au seuil, à 21h machin, et ben va trouver le sommeil dans l'heure qui suit, complètement impossible. Alors là, c'est plus un problème organisationnel. Il va falloir essayer de caler ton sport soit le midi, soit le matin à jeun avant le boulot, hein, ça peut être une solution. Et puis d'aller dans la chambre uniquement pour dormir. Hein. Essaye de ne pas utiliser ta chambre pour l'ordinateur. N'utilise pas ta chambre comme bureau, hein, utilise-la vraiment comme pièce de dodo. Sinon ton cerveau il va croire que t'es encore dans le bureau. Ouais, il est un peu con des fois. Donc le sommeil, capital. Après, le deuxième point important, pour être en forme globalement, ça va être l'alimentation. Il faut que tu aies une alimentation entre guillemets saine, tu vois, naturelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire se jeter sur le premier complément alimentaire de spiruline venu, mais ça va être plutôt d'avoir une alimentation basée sur énormément de fruits et légumes. Ça tu peux blinder, hein, tu peux t'en mettre ras la gueule. Tous les fruits et légumes, alors si possible, essaye de trouver vers chez toi un petit primeur, une petite coopérative, tu sais, quelques agriculteurs qui se sont mis ensemble pour vendre. Comme ça, tu auras un produit, peut-être pas forcément bio, mais tu vois, d'une agriculture peut-être raisonnée, ou du moins locale, qui vient d'à côté de chez toi, et puis du coup, de saison. Ça aussi, c'est important. Pourquoi beaucoup de fruits et légumes? Parce que c'est ce qui va tamponner l'acidité constante de ton corps. Tu vois, toutes les agressions de la vie, le sport, le boulot, enfin tout ça, ça va faire que ton corps va créer un peu de l'acidité. Alors j'y connais absolument rien, hein, mais en gros c'est ça. Et les fruits et légumes c'est basifiant, donc ça va tamponner l'acidité, c'est pas trop mal. Et puis aussi, manger beaucoup de légumes, bah, ça te coupe un peu l'appétit et ça permet de pas t'empiffrer de glucides, genre pâtes, riz, etc. Toutes les merdes, je parle même pas des biscuits, je vais devenir grossier. Et ça te permet de diminuer ton apport calorique sur la journée parce que on mange trop, les gens sont de plus en plus gros, c'est un gros gros problème hein, maintenant. Et pour ça, t'as plusieurs livres bien sûr que je te conseille de lire, tous ceux de Julien Vénesson, les livres Hit aussi de Gilles Lartigot, très très intéressant, t'as plusieurs vidéos là-dessus sur la nutrition, sur YouTube t'as Thierry Casasnovas qui est très intéressant à suivre aussi. Voilà, ça peut te donner pas mal d'infos. Après, bien sûr, essaye de bannir hein, toutes les merdes industrielles. Par merde industrielle, on va tomber sur le gluten et sur le lait, hein, parce que le lait c'était peut-être bien avant, quand il sortait du pied de la vache et que tu le consommais tout de suite. Mais maintenant, le lait, il ressemble plus à rien, il vient d'on sait pas où. Oh, les vaches sont élevées dans des conditions... c'est même pas de l'élevage, c'est de l'esclavagisme.
Bon, c'est dégueulasse, hein. Va voir des petites vidéos qui tournent sur internet. Les grosses fermes industrielles, lamentable, c'est lamentable. Le gluten, pareil. Le blé, c'était pas un problème avant, sauf que maintenant il y a tellement de changements dans ces chromosomes, enfin ça ressemble plus à rien, c'est une espèce de matrice chimique. Les pâtes au blé qu'on sert maintenant, bah voilà, c'est comme si on prenait un tube de colle, on te l'enfonçait dans le gosier et on appuie dessus. Après, tu peux ne pas me croire, hein, libre à toi, hein. Bon, moi je m'en fous, j'ai une très très bonne santé. Et un autre point qui est assez important aussi, c'est les oméga 3. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est bonne graisse. En fait, le truc des oméga 3, c'est pas génialissime en soi, un oméga 3. Mais le problème, c'est qu'on bouffe aujourd'hui beaucoup trop d'oméga 6. Tu vois, toutes nos graisses, c'est oméga 6 quasiment. Et du coup, ça déséquilibre ce qu'on appelle la balance oméga 3, oméga 6 dans le corps. Et ça vient créer aussi un petit peu des inflammations un peu partout. C'est pour ça qu'il faut choisir des bonnes graisses. Donc les oméga 3, tu vas les trouver dans l'huile de colza. Ça, mets-le dans la salade, mais mets-le pas à la cuisson parce que ça le bousille. Bon, tu peux les acheter purs aussi, hein, en gélule sur les sites. Tu peux supposer qu'il y en a un peu dans le poisson. Mais étant donné que les poissons sont de plus en plus pollués maintenant, bah fais gaffe. Fais gaffe à leur provenance. Nous, en Savoie, la provenance des poissons, bah on est baisé, hein. Ça vient de loin, donc probablement très pollué, c'est pour ça que je consomme très peu de poissons. C'est extrêmement rare qu'on puisse consommer du poisson de la pêche ici. Ça arrive, mais c'est rare. Donc les oméga 3 en général, je me fais pas chier. Quitte à ce que ce soit de la merde, bah je les prends en gélule. Et puis, fais gaffe aussi à ton apport en protéines, bien souvent trop élevé, hein, dans nos régimes alimentaires. Les gens, ils bouffent de la viande à tous les repas. S'ils pouvaient en manger la nuit, ils le feraient. Donc fais gaffe à ça. Les protéines, essaye de dimensionner, tu vois, faut avoir max 1,56 g par kilo de poids de corps. Et tu verras que finalement, ça fait pas forcément beaucoup. Et puis, au niveau des protéines, pareil, va pas les chercher dans la merde, hein, va les chercher dans des trucs sympas. Les œufs, c'est la source de protéines la moins chère, je pense, parce que on a tous un mec qui vend des œufs pas trop loin de chez nous. Écoute, va lui en acheter, ça lui fera plaisir. Même si toi t'as un peu de jardin, ça vaut le coup d'avoir un poulailler. Ça te fait tes œufs gratos et les poules, ça demande pas énormément d'entretien. Ça, c'est un truc que je veux absolument faire, sauf que j'ai pas de terrain. Et ça m'emmerde. Faut que j'en trouve un. Niveau glucides, on t'a dit, hein, le gluten, tu peux le foutre dehors. Le riz, c'est pas mal, mais ça apporte rien à part des glucides. Donc moi, je te conseille plutôt de passer au sarrasin sous forme de flocons ou de grains que tu fais cuire. Le sarrasin, bah, le gros intérêt, c'est qu'il va amener beaucoup de magnésium. Ça, on le perd beaucoup par la transpiration. Donc le sarrasin est un glucide très intéressant, un index glycémique bas également. Et puis les glucides, tout bêtement, ils viennent des fruits aussi, hein. Donc si tu manges énormément de fruits et légumes, bon, t'as pas besoin de rajouter trop de glucides un peu lourds sous forme de sarrasin, châtaigne, etc. Donc bosse ton alimentation. On reviendra dessus, j'ai eu plein de questions pour plus le détailler. Après le sommeil, après l'alimentation, je pense qu'il y a un troisième gros point, et là ça y est, on vient à ce que tu y pensais, c'est d'avoir une pratique raisonnée. Bah ouais, pour pas se blesser, faut pas pratiquer comme un bourrin. Des fois, c'est intéressant de faire un gros cycle d'entraînement. Et on y reviendra aussi à la question des cycles d'entraînement. Mais il faut vraiment faire attention. La course à pied, il y a énormément de chocs. Il y a beaucoup de travail en excentrique. Donc, attention. Comment faire alors? Déjà, avant un gros run, je pense qu'il faut t'échauffer. Mais t'échauffer pas comme tu le fais déjà, tu vois. Courir 15 minutes avant une séance de VMA, ça va t'élever un peu le cardio, donc tu penses que t'es échauffé. Mais c'est faux, tes articulations ne sont pas échauffées. C'est pour ça qu'en école d'athlétisme, on fait les gammes tout le temps. Donc je te conseille de faire les gammes, mais je te conseille aussi, d'avant de passer à la course à pied, prends juste 5 minutes. Tu prends un rouleau de massage, si t'en as pas, tu fais le barbare, tu prends le rouleau à pâtisserie, et tu frottes tous tes muscles des jambes comme ça. Ça va échauffer un peu les tissus, les fascias, et ça va débloquer peut-être quelques bulles d'air autour de tes genoux, tu fais aussi quelques mouvements articulaires, et ça permettra de partir avec un corps direct échauffé de manière articulaire, et pas de manière cardiaque. Parce que, en fait, l'échauffement cardiaque, à part faire une belle séance, il va servir à rien pour la blessure.
La blessure, elle vient au niveau des articulations, t'es d'accord avec moi? Donc, c'est l'échauffement articulaire qu'il faut privilégier. En gros, avant chaque run, j'y dédie 15 minutes. Et c'est un temps qu'on trouve dans la journée. Après, si tu me dis, ouais, j'ai pas le temps, je préfère faire ma séance, ouais, vas-y. Dans un an, tu seras blessé, tu vas passer 3 mois chez le kiné, et puis tu seras deg. Après, il faut aussi avoir un corps musclé. Si tu vas courir et que t'as jamais fait de gainage, les abdos, tu sais pas ce que c'est, les lombaires, pareil, tu t'en fous. Ton corps, il va pas être droit, tu vas courir, ça va partir dans tous les sens. Tu vas peut-être... tu vois, il y a un genou qui va vriller parce que tu seras mal gainé. Là, je te conseille le livre Pliométrie pour tous de Christophe Cario. Tu vas avoir pas mal de bases pour faire un gainage, un travail de musculation intéressant pour la course à pied. Et en parlant de Christophe Cario, bah, tu peux aussi acheter son livre Savoir s'étirer. Et là, tu auras tous ses conseils pour l'après-séance, donc automassage, étirement, tout ça. Au niveau de l'entraînement, il faut aussi que tu augmentes progressivement tes charges. Mettons aujourd'hui, mettons que tu es enseignant. Donc la semaine, bah, tu bosses un petit peu, pas trop. Et tu fais... bon, tu as une vie de famille, tu es assez pris, donc tu peux faire que 10-15 heures d'entraînement par semaine. Et puis cet été, bah, comme tout bon enseignant, tu es en vacances. Et là, tu te dis, putain, je vais faire un volume de fou. Et fin septembre, je casse tout à l'UTMB. Mais en juillet, je mets une charge de malade. Alors si tu fais ça, tu vas passer de 15 heures à 30 heures. Il y a un gros saut là. Il y a un gros gap. Alors peut-être certains vont avoir de la chance et ça va passer, mais l'augmentation brusque de l'entraînement comme ça, c'est très très mauvais. Il vaut mieux faire 10, 15, 17, 19, 22, 23. C'est pour ça que moi, je stagne autour de 25. Tu vois, des fois je descends un peu, je me repose, je fais 20, et puis quand je charge un peu, je passe légèrement les 30, mais en gros je suis autour de 25, comme ça j'ai toujours à peu près la même quantité, il n'y a jamais trop de surprises. Après des fois c'est intéressant, hein, exceptionnellement de faire des grosses charges, des gros blocs, mais plutôt sur 2-3 jours et bien se reposer après. Du coup ça nivelle sur la semaine, tu vois. Mais ça on y reviendra. Et pour suivre cette fatigue, donc tu as la prévenance hein, avec l'échauffement articulaire, l'augmentation progressive des charges, mais si tu veux mettre un petit peu un indicateur sur ta fatigue, t'as, je pense, bon déjà le ressenti personnel, mais scientifiquement, ça je ne pratique pas, je m'en fous, je fais ce que mon entraîneur me dit, et si je suis fatigué... Mais tu peux utiliser la variabilité cardiaque, c'est ce qu'utilise Xavier Thévenard, qui est entraîné par Benoît Nave, qui est très friand de cela. La variabilité cardiaque, je te laisserai chercher sur internet, il te faut un cardio, ça doit te prendre 2-3 minutes tous les matins. Alors moi je trouve ça extrêmement chiant, c'est pour ça que je le fais pas, mais si tu as un suivi avec un entraîneur qui le pratique, ça peut être très intéressant. Et tu as aussi, ça c'est assez nouveau, Thibaut Barognan le fait, il partage régulièrement ses valeurs sur ses réseaux sociaux à lui, notamment son Instagram, c'est la mesure O2 score. Donc ça en gros, ça mesure la capacité oxydative de ton corps. C'est un petit peu plus rapide que la variabilité cardiaque. Pareil, au début, il faut le faire tous les jours pour que ce soit intéressant. Après, tu auras une idée, toi, tout seul. Et ça va te dire certains jours, bah voilà, aujourd'hui, franchement, tu peux y aller. Ta capacité oxydative, elle est nickel. Et puis d'autres jours, ça va dire, ouais, non, là, quand même, ça pêche, ça pêche. Le corps arrive pas trop à gérer. Si tu vas encore taper dedans, il y a un truc qui va lâcher, quoi. Et Thibaut me disait que, bah, au début, tu as des surprises, tu vois. Certains jours, tu te sens en forme, puis en fait, tu ne l'es pas forcément, ou inversement. Donc, O2 Score, tu peux chercher sur Internet, ils ont un site qui est très bien détaillé, qui explique tout ça. Et puis, les mecs sont aussi pratiquants de course à pied et de ski de fond, donc tu peux les retrouver sur certains trails. Je sais par exemple qu'au Montreux Trail Festival, ils étaient partenaires, donc on avait pu échanger un peu, c'était très sympa. Je t'invite à les rencontrer. Et je pense aussi que quelque chose qu'on fait trop souvent, enfin que les gens font trop souvent, mais ça ils y peuvent rien, si tu veux. Voilà, tout le monde a un travail et tout le monde veut beaucoup s'entraîner. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie la qualité, on va à l'essentiel. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que du coup, le corps,
n'a pas trop le temps d'adapter un peu ses tissus aux nouvelles contraintes, tu vois, avec une pratique souple, en intensité basse, tu vois, du bon vieux foncier. Et tu vois, ça va manquer. Si tu fais que de l'intensité, c'est vrai, tu vas énormément progresser, tu vas passer des caps, c'est vrai, c'est très intéressant. La qualité, c'est fondamental. Mais essaye de te dégager un maximum de temps pour faire des marches, du vélo tranquille, tu vois, tout du foncier léger. Tranquille, tranquille. Alors pour trouver le temps, bah je sais, ça peut être dur, mais peut-être tu peux aller au boulot en vélo, peut-être tu peux faire une marche, peut-être tu peux aller au boulot en marchant, peut-être à la pause de midi tu peux aller au resto en marchant, enfin ou là où tu as l'habitude de manger le midi tu peux y aller en marchant, en vélo, enfin essaye un maximum de te déplacer avec ton corps pour trouver du temps pour ce foncier. Ou alors, comme moi, tu es auto-entrepreneur et tu arrives à te dégager du temps et tu peux faire ce foncier tranquillement. Et dernier point, alors ça, on l'est tous un peu, c'est essayer de respecter son planning d'entraînement et pas forcément faire le débile à courir derrière ses potes et à faire la guerre tous les jours. Surtout aujourd'hui avec la démocratisation de Strava, il y a un petit peu un concours de kickette permanent. Alors, je suis tombé dedans aussi au début, hein, mais j'ai la chance d'avoir un entraîneur derrière moi qui rapidement me remet au pas. Et maintenant, je ne cède plus à cette tentation, mais c'est vrai que souvent, on voit pas mal de. Quand on va courir en groupe, tout le monde essaie de se suivre. Alors, c'est vrai, sinon il n'y a plus d'intérêt à courir en groupe, mais voilà, essaye de conserver quand même dans la semaine des séances où tu seras un peu tout seul et où tu peux évoluer à ton rythme. Après, c'est sympa hein, de se tirer la bourre entre potes, mais juste, le fais pas tout le temps. Voilà, niveau entraînement, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et puis, quatrième point, ça va être le stress. Le stress est nuisible au corps humain. Le stress est mauvais. Ouais, des fois ça permet de se dépasser. Mais, tu vois, l'exemple que j'ai, l'an passé au boulot, j'avais... À un moment, on m'a mis une forte contrainte. Et puis du coup, j'ai pris ça un peu trop à cœur, j'étais trop stressé. J'en avais pas l'impression, mais en fait si, et j'ai fait une gastrite, ça m'a mis le bide en vrac, et pendant une semaine, j'ai pas pu faire grand chose niveau entraînement. Et en plus, c'est désagréable. Donc tu vois, le stress peut vraiment bloquer un truc. Je pense même que le stress peut te bloquer une articulation, hein. Dis-le moi si ça t'est déjà arrivé. Mais le stress, c'est vraiment terrible. Alors c'est vrai que souvent, ça nous noue le ventre. Il y a beaucoup de gens, quand ils passent leurs examens, ils font putain, j'ai mal au bide, j'ai le ventre noué et tout. C'est le stress, ça te bloque complètement. Donc fais gaffe à ça. Pour le stress, faut adopter une attitude cool, zen, décontractée, voilà. Dis-toi bien qu'à chaque fois qu'il y a un problème, globalement, il n'y a aucune vie en jeu, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, fais face au problème tranquillement. Ne te mets pas une pression de malade, ne fais pas les choses dans l'urgence, voilà. Même si ça se passe mal, tu vas pas en mourir. Peut-être tu auras des conséquences, mais essaye de t'en détacher. Tu vois, le stress aussi, il est présent au quotidien avec nos vies qui sont de plus en plus citadines avec les bouchons, on s'énerve. Faut essayer de se déconnecter au maximum de ça. Essayer aussi de déléguer le maximum de choses. On veut tout faire, on veut être partout sur les réseaux sociaux, on veut répondre, donner son avis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut essayer de se déconnecter. On voit par exemple dans ses interviews des fois Xavier Thévenard, il disait, et j'aime beaucoup, il faudrait que j'essaie d'en inspirer d'ailleurs, que je bosse un peu là-dessus. Il disait avant l'UTMB, il coupe les réseaux pendant 2 mois. Pendant 2 mois, le mec, il se connecte plus. Waouh, ça c'est fort, ça c'est bien. Ça c'est franchement bien. Et je pense que du coup, ça lui permet de s'enlever cette... Les gens ils disent s'enlever la pression. Mais bon, franchement, moi je trouve la pression, on l'a jamais trop. Mais s'enlever cette espèce de stress oxydatif. Et du coup, ça va lui permettre de pas forcément augmenter l'acidité de son corps et de mieux réussir. Donc voilà, essayez de générer le moins de stress possible. J'avais pratiqué aussi le yoga pendant quelques mois dans une salle en cours collectif. J'avais trouvé ça très intéressant. Il se trouve qu'aujourd'hui je le fais plus parce que j'habite en montagne et il n'y a pas trop de cours collectifs de yoga là-haut. Mais du coup j'ai plus le stress de la ville.
Donc j'ai gagné là-dessus. Mais écoute, pourquoi pas, rapproche-toi de ça. Tu vois, dans les salles de sport, des fois il y a des cours un peu de fitness, tout ça qui sont proposés. Regarde s'il n'y a pas aussi des cours de yoga. Franchement, en groupe, c'est sympa, ça passe bien. Ça te permet aussi de découvrir un nouveau panel de gens, tu vois, généralement des gens très détendus, très intéressants, qui vont te parler, ouais, un peu le cliché du baba cool, tu sais, qui vont te parler agriculture bio et tout. Et je pense que c'est bon, tu vas apprendre plein de choses, hésite pas. Et puis, bon, ben, bien sûr, tu peux t'auto-former hein, sur le yoga, sur la méditation. Sur internet, il y a énormément de trucs, tu peux t'auto-former sur tout, il y a plein de formations qui sont disponibles, faut peut-être juste essayer de trouver la bonne personne, tu vois, quitte à suivre une formation, ne suis pas la formation d'un guignol. Là-dessus, je peux pas trop t'orienter pour l'instant, tu vois, niveau nutrition, niveau corps humain, je t'ai orienté, hein, Julien Vénesson, Christophe Cario, tu peux lire leurs livres, ils sont très très intéressants, c'est des mines d'or, tu payes 20 € un livre, le truc il te sert toute ta vie, c'est une broutille, c'est génial. Mais niveau yoga, niveau détente, pour l'instant, je sais pas trop. Mais dès que j'ai des infos, je distribuerai au fil. Donc après ce quatrième point, le stress, on va parler d'un truc. C'est le soin quotidien. Le soin quotidien, en fait, ça peut aller un peu avec le stress, c'est prendre soin de soi au quotidien. C'est con, hein, mais tu vois, quel- quelqu'un qui prend le temps d'aller, je sais pas, un soir, il va se faire masser une demi-heure, 45 minutes, dans des instituts, je sais plus si on dit institut de beauté ou institut de massage, mais tu vois, les gens ils sortent et ils disent quoi? Ah, je me sens mieux, je me sens détendu, je me sens plus zen. Bah ouais, ça leur a permis pendant une demi-heure, trois quarts d'heure de à rien faire. Et de se faire lever des tensions via un massage, via... De toute manière, le toucher, le corps humain, tu vois, dès qu'on le touche, ça lui fait beaucoup de bien. L'exemple le plus flagrant, c'est avec ta compagne, avec ton compagnon. Quand tu le touches, bah ça marche encore mieux quand t'es tout nu, etc. Mais ça fait énormément de bien. Et donc un petit massage, je te parle même pas d'un massage sportif, hein, un massage. Alors il y a beaucoup de noms, décontractant, décontracturant, relaxant. Voilà, prendre le temps, prendre son. Essayer de se dégager une heure comme ça. Ah, là, c'est vraiment du luxe, hein, c'est vraiment du luxe niveau temps, mais ça peut être intéressant. Après, il faut aussi prendre du temps pour faire des mouvements articulaires quand tu te réveilles le matin. Tu vois, tu te lèves, alors peut-être tu vas aller faire un petit footing à jeun en plus, donc là c'est très intéressant au réveil, bah, déjà de boire un peu pour réhydrater le corps, et puis tu vois, tu prends juste 5 minutes, tu fais quelques mouvements articulaires, bassin, genoux, etc. Si t'as pas d'idée, tu trouveras les exemples dans les livres de Christophe Cario. Moi c'est ce que j'ai appliqué, ça me prend 10 minutes, j'ai une petite routine, tous les matins, tac, je me lève, 10 minutes, et après j'attaque ma journée, soit par un petit peu de sport à jeun, soit par un déjeuner, puis je pars sur le reste. Et prendre le temps aussi le soir, pas forcément tous les soirs, mais de te faire un petit automassage toi-même, tu vois, en 15-20 minutes avec un rouleau, tu sais, les rouleaux un peu en plastique dur là. Tu peux masser tous les muscles qui t'intéressent. Peut-être aussi quelques étirements le soir tranquillement si t'as pas eu trop de séances violentes dans la journée. Ça peut être intéressant. Essaye de mettre en place des routines quotidiennes. Si tu te masses 2 fois par semaine, au bout de 2-3 semaines, tu vas oublier, tu vas dire oh je le fais demain, puis en fait tu oublies. Essaye de faire un petit peu chaque jour, tu vois. Tu prends mais 2-3 exos hein, rapides qui durent 5 minutes, et comme ça tu le fais tous les jours. Le matin, le soir, 5 minutes. Tu vois, juste pour faire rouler un peu les articulations, tout ça. Et puis, c'est très important ça, si tu as un travail assis, un travail de bureau, comme on en a de plus en plus aujourd'hui. Si tu es assis toute la journée, fais gaffe, c'est vachement mauvais. Essaye le plus possible de prendre, tu sais, des mini-pauses, mais vraiment, tu vois, juste une minute. Mettons, dans ton travail, tu as une question, faut que tu ailles demander à un collègue. Bah, lui envoie pas un mail, ou l'appelle pas, ou gueule pas à travers l'espace de travail. Tu te lèves, tu vas le voir et t'en discutes avec lui, puis tu reviens. Tu vois, comme ça t'a fait de te lever, ça t'a fait marcher, ça t'a fait bouger, et ça a cassé un peu cette posture assise. Essaye de la casser le plus régulièrement possible. Tu vois, je sais pas, lève-toi, va à la photocopie, enfin, trouve un moyen de te lever, de bouger, de faire rouler un peu les articulations du dos sur ta chaise,
sans avoir trop l'air con pour pas pour pas alerter un peu tes collègues, vont se dire putain mais qu'est-ce qu'il fait celui-là là, avec sa tête. Essaye de casser cette posture assise le plus souvent possible. Et si t'as l'occasion, alors moi c'est ce que je faisais. Tu vois, je faisais genre, on avait des grands toilettes, et je faisais genre régulièrement, j'allais aux toilettes, puis en fait j'en profitais pour faire des mouvements articulaires librement, comme ça personne me voyait, ça gênait personne, puis je revenais après à mon bureau, j'étais nickel, efficace. Donc bah voilà, trouve un petit moyen pour casser cette posture assise le plus possible. Donc bah écoute, là t'as 5 points à bosser. Si y en a beaucoup qu'on va détailler en fait parce que j'ai eu plusieurs questions plus spécifiques, mais là comme ça je pense que c'est plus intéressant de l'aborder de manière générale. Et puis du coup, bah, si t'as aimé un petit peu tout ça, fais-le moi savoir, tu vois, un petit j'aime, un petit partage, un petit commentaire sympa. Si t'as trouvé que c'était nul, bah hésite pas à m'insulter non plus. Et puis c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et puis semaine prochaine on va se retrouver. Ce sera le numéro 3, ce sera l'importance de la musculation en trail running. Et là, tu vas voir, il y aura plusieurs points intéressants. Moi, en plus, j'en suis très friand. La musculation, c'est le truc que je suis le plus. Donc, l'importance de la musculation en trail. Allez, c'est pour mercredi prochain. Ce sera le podcast numéro 3. Je te souhaite une excellente semaine.